Et si une simple lettre pouvait bouleverser tout l'équilibre d'une région? Imaginez, une feuille de papier, quelques paragraphes à peine, et soudain, c'est la stabilité d'un continent qui vacille. C'est pourtant ce qui vient de se produire en Afrique de l'Ouest. Un message venu du Burkina Faso, adressé au Togo, a rompu en quelques lignes des décennies d'accords tacites et de silence. Ce n'est plus un banal échange entre deux États, mais un séisme qui fait vaciller l'ensemble ouest-africain, suspendu à une demande d'extradition inédite. Derrière ce geste, une vérité longtemps dissimulée surgit. La diplomatie régionale se retrouve soudain face à un choix drastique, un tournant sans précédent. Extradition ou rupture, responsabilité ou perpétuation de l'impunité, chaque option impose ses conséquences, sans la protection rassurante des vieilles habitudes. Les vieilles méthodes, testées et retestées lors de chaque coup d'État, ne suffisent plus à contenir la tension. Le Burkina Faso, par cette simple lettre, a posé une question à laquelle aucun dirigeant n'ose répondre à la légère. L'ultimatum du Burkina Faso agit comme un test grandeur nature. Il met à nu la capacité réelle des États à affirmer leur souveraineté, au-delà des discours officiels et des conventions héritées de l'histoire. Ce qui se jouait hier dans l'ombre des chancelleries explose désormais au grand jour, forçant chaque leader à se positionner clairement, à choisir son camp. Plus de place pour les demi-mesures, plus d'abri derrière les formules diplomatiques. Il faut trancher, et chaque choix sera lourd de conséquences. Car si la région rate ce rendez-vous, elle ne risque pas seulement de compromettre sa stabilité future. Elle pourrait aussi perdre une chance historique, celle d'en finir avec l'impunité, d'affirmer son autonomie et de prouver sa maturité politique face au regard du monde. À travers ce bras de fer, c'est toute la réputation de l'Afrique de l'Ouest qui se joue, une réputation forgée à coups de compromis, mais aujourd'hui remise en cause par l'exigence de justice des peuples. Pour comprendre ce qui rend cet ultimatum si explosif, il faut remonter aux origines des pratiques d'exil et des compromis secrets. Explorer comment l'Afrique de l'Ouest s'est enfermée dans ses schémas et pourquoi ce moment, en apparence anodin, pourrait bien tout renverser. L'histoire de la région est jalonnée de ces épisodes où l'exil a servi de soupape, d'échappatoire, mais aussi de poison lent pour le corps politique. Retour sur un demi-siècle de fuites organisées, d'accords informels et de secrets d'État gardés sous silence. Comment en est-on arrivé là? Et pourquoi ce statu quo, si longtemps toléré, menace-t-il aujourd'hui d'exploser? Pour répondre, il faut se souvenir des crises passées. La fuite de Charles Taylor du Libéria vers le Nigeria à la fin des années 2000, la protection accordée à Hissène Habré, ancien président du Tchad exilé au Sénégal, pendant plus de 20 ans avant d'être finalement jugé, ou encore le sort réservé à Blaise Compaoré après sa chute en 2014, accueilli au Burkina Faso avant de trouver refuge en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, l'exil s'est imposé comme la sortie de secours la plus discrète lors de chaque crise politique en Afrique de l'Ouest. Plutôt que d'affronter la tourmente des procès ou d'exiger des comptes, la région a raffiné l'art de faire disparaître ses anciens chefs. À chaque renversement, l'ex-président trouvait asile dans un pays voisin, loin des juges, mais jamais totalement effacé des mémoires. On se souvient par exemple de Moussa Traoré, ancien président du Mali, qui, après sa chute, bénéficia d'un traitement indulgent et d'une vie paisible, loin des projecteurs. Ce choix, loin d'être fortuit, servait un objectif: préserver la stabilité régionale à tout prix. On préférait éloigner les figures dérangeantes plutôt que les confronter à la justice, sacrifiant la vérité pour un calme apparent. Ce compromis silencieux étouffait les tensions, mais laissait la vérité en suspens, comme une ombre persistante. Il s'agissait de privilégier la paix, ou du moins son apparence, à la résolution réelle des conflits. Au fil du temps, une architecture diplomatique de l'évitement s'est érigée. L'équilibre fragile reposait sur une règle tacite: éviter que la justice ne vienne troubler la paix des alliances, au risque de sacrifier la transparence et l'exemplarité. Les frontières devenaient des lignes d'échappée, offrant une seconde existence aux dirigeants déchus, plus qu'elles ne protégeaient la souveraineté des États. On a vu ainsi Laurent Gbagbo, après la crise ivoirienne de 2010, transféré à La Haye, non par la volonté nationale, mais sous la pression internationale,
illustrant l'incapacité de la région à régler ses différends en interne. Mais cette mécanique a un coût. En reportant sans cesse le moment du jugement, les institutions s'affaiblissent lentement. L'absence de justice favorise la répétition des crises, empêche le renouvellement du personnel politique et nourrit la lassitude des peuples, témoins impuissants d'un scénario qui se répète encore et encore. Prenons le cas du Niger, où les coups d'État à répétition n'ont jamais débouché sur de véritables procès, mais sur des accords d'exil, laissant les plaies ouvertes et la société dans une attente perpétuelle de justice. Aujourd'hui, ce modèle s'essouffle. La patience envers l'exil comme solution universelle s'émousse. Les sociétés réclament désormais des règles nettes, des comptes à rendre et une maturité politique authentique. Persister à fuir la justice, c'est risquer de prolonger l'instabilité et d'entamer la crédibilité de toute la région, aussi bien aux yeux de ses citoyens que sur la scène internationale. Les réseaux sociaux, les mouvements citoyens et les médias indépendants multiplient les appels à la reddition de comptes, rendant chaque compromis plus visible et chaque silence plus suspect. Dans ce contexte tendu, l'ultimatum lancé par le Burkina Faso au Togo vient bouleverser les anciennes habitudes. Ce geste met en lumière la nécessité urgente d'un nouveau rapport à la justice et à la souveraineté. Pour la première fois depuis des décennies, un État ose briser la chaîne de l'impunité en s'attaquant frontalement à la tradition d'asile politique. Derrière la demande d'extradition, c'est tout un équilibre séculaire qui menace de s'effondrer. L'affaire ne se réduit pas à un affrontement entre le Burkina Faso et le Togo. Elle expose une faille profonde dans l'architecture politique ouest-africaine. L'exil discrètement accordé aux anciens dirigeants pour préserver une paix toujours précaire. Cette faille, longtemps ignorée, est aujourd'hui mise à nu et chacun doit choisir son camp. Depuis plus de 50 ans, les transitions de pouvoir se sont souvent réglées hors des tribunaux. Plutôt que juger, on déplace. Plutôt que confronter, on ajourne. Cette routine silencieuse a protégé les élites, mais au prix d'une justice différée et d'une confiance populaire continuellement érodée. Les populations n'ignorent plus les arrangements, et l'ère de l'information rend chaque tractation plus visible, chaque arrangement plus contesté. Aujourd'hui, l'ultimatum lancé par Ouagadougou fissure ce pacte tacite. Ibrahim Traoré, au centre de la tempête, n'agit ni par impulsion ni par bravade. Son geste est le fruit d'une patience calculée. Il a d'abord bâti sa légitimité, consolidé la sécurité intérieure, puis rallié l'opinion publique autour de sa vision. Ce n'est pas une provocation à la légère, mais le point d'orgue d'une stratégie longuement mûrie. Il a observé les conséquences de chaque coup d'État récent, tiré les leçons de l'échec des transitions apaisées sans justice, et décidé de rompre avec la prudence paralysante. Loin de chercher l'escalade, Traoré force un choix. Il arrache le masque de la neutralité. Désormais, chaque État doit révéler sa véritable position. Le temps des compromis feutrés s'achève. Le silence équivaut à un engagement. La région est soudain placée devant une alternative brutale, sans refuge dans l'ambiguïté. C'est la fin du « ni oui ni non », du « peut-être plus tard ». L'heure est à la clarté. Refuser l'extradition, ce n'est pas jouer la prudence. C'est prolonger un cycle d'impunité qui nourrit la défiance et fragilise les institutions. Accepter, en revanche, c'est ouvrir une brèche inédite. L'exil ne serait plus la garantie d'une immunité automatique. Ce bouleversement dépasse largement les frontières du Burkina Faso ou du Togo. Il propose un nouveau pacte moral à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est l'idée que la responsabilité ne s'arrête pas à la frontière et que nul ne peut plus espérer se soustraire à la justice au nom d'une stabilité illusoire. La portée de ce moment est cruciale. Si la justice n'est plus reportée au nom de la stabilité, alors l'avenir politique de la région s'écrit sur de nouvelles bases, plus exigeantes. Mais l'audace comporte des risques. Tensions diplomatiques, réactions imprévisibles, menaces de déstabilisation. Pourtant, temporiser, c'est alimenter la défiance, exaspérer la rue et risquer d'entamer durablement la crédibilité des dirigeants. On a vu, lors des printemps arabes, ce qu'une absence de décision pouvait coûter. L'effondrement de régimes entiers, l'émergence de nouveaux acteurs imprévus et une instabilité durable. En somme,
le Burkina Faso pose une question qui dépasse le simple cadre d'une querelle bilatérale. C'est un défi lancé à chaque chef d'État, à chaque citoyen, les forçant à redéfinir leur rapport au pouvoir et à la justice. Le précédent, s'il s'impose, pourrait bouleverser le mode de fonctionnement des régimes ouest-africains. Les calculs s'opèrent dans l'ombre, mais la tension ne cesse de monter avec chaque heure d'incertitude. Les chancelleries européennes et américaines observent, conscientes que la réponse de la région pourrait inspirer d'autres continents, d'autres crises. Dans les salons de la diplomatie, le temps se retourne contre les indécis. Chaque minute de silence aiguise la pression et dévoile les faiblesses des systèmes. Tôt ou tard, la région devra trancher, perpétuer l'impunité ou s'engager sur la voie périlleuse de la responsabilité. L'histoire des Balkans, par exemple, montre ce qu'il en coûte de différer les comptes, des décennies de rancœur, de cycles de violence, jusqu'à ce que la justice internationale doive intervenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les coulisses, d'autres forces s'agitent, prêtes à influer sur le dénouement. Les organisations régionales telles que la CEDEAO se retrouvent elles aussi au pied du mur. Doivent-elles renforcer la solidarité de façade ou encourager une nouvelle ère de responsabilité? La société civile, quant à elle, multiplie les communiqués, exigeant des actes concrets et la fin des privilèges des puissants. 3 voies s'ouvrent désormais devant le Togo, chacune jalonnée d'incertitudes et de conséquences. Ce moment ne concerne plus seulement un pays. Il engage toute l'Afrique de l'Ouest, placée face à ses principes et à ses contradictions. Pour comprendre la portée de chaque option, imaginons les scénarios possibles, inspirés par d'autres moments charnières de l'histoire mondiale. Première possibilité, céder à l'ultimatum du Burkina Faso et extrader l'ancien chef d'État réclamé. Ce choix bouleverserait la tradition d'asile, instaurée depuis des décennies pour protéger les ex-dirigeants en fuite. Un tel précédent marquerait la fin d'un pacte tacite entre élites, où la solidarité politique prévaut sur la justice. Rappelons-nous le cas du Panama, qui avait accepté d'extrader Manuel Noriega aux États-Unis après une intense pression internationale. Cet acte avait mis fin à une longue tradition d'asile pour les leaders déchus dans la région d'Amérique centrale, entraînant une vague de réformes juridiques. Mais ce geste pourrait aussi inscrire une nouvelle règle, où nul leader ne serait assuré d'un refuge à vie. L'équilibre entre protection et responsabilité serait redéfini, et chaque chef d'État saurait que la fuite n'est plus synonyme d'impunité automatique. C'est toute la dynamique du pouvoir qui changerait. Chaque dirigeant devrait désormais gouverner en pensant que chaque acte pourra, un jour, être jugé sans garantie d'exil confortable. Deuxième voie, temporiser, tout miser sur la diplomatie et sur le temps. Le Togo pourrait multiplier les réunions, les consultations prudentes, sans jamais se prononcer clairement. Cette stratégie, courante dans la région, vise à contenir la crise sans l'affronter. On a vu, dans les années 90, la Côte d'Ivoire usait de cette méthode lors des crises successives, organisant des dialogues nationaux sans jamais trancher, ce qui n'a fait que prolonger l'instabilité. Pourtant, plus le Togo hésite, plus la tension grandit. Dans la rue, l'impatience se mue en colère. Sur les réseaux, la suspicion enfle. Le silence officiel finit par être interprété comme un aveu de complicité, voire un mépris envers la justice attendue. L'histoire récente de l'Amérique du Sud, avec l'affaire Fujimori au Pérou, montre que toute hésitation dans l'application de la justice peut conduire à des manifestations massives, voire à la chute du régime en place. Troisième option, refuser catégoriquement l'extradition et offrir l'asile coûte que coûte. Ce choix serait un pari risqué, défendre l'exilé contre vents et marées, au risque d'isoler le Togo sur la scène internationale. Les voisins pourraient imposer des sanctions, restreindre la coopération, voire remettre en question la place du Togo dans les nouvelles alliances régionales. On se souvient de la Gambie, qui, après avoir offert l'asile à Yahya Jammeh, a vu ses relations avec certains voisins se détériorer et sa coopération régionale s'affaiblir. Quoi qu'il arrive, chaque geste du Togo sera scruté et commenté. L'enjeu dépasse de loin la querelle initiale. Il s'agit de savoir si l'Afrique de l'Ouest peut s'imposer ses propres règles ou si elle préfère préserver les arrangements du passé. La décision du Togo résonnera à Dakar, à Abidjan, à Bamako,
partout où des élites s'interrogent sur leur avenir. Si le Togo agit avec fermeté, l'événement deviendra une référence pour toute la région. Il prouvera que la justice n'est plus un simple mot, mais une réalité qui s'applique à tous. À l'inverse, un recul ou une hésitation ne ferait que renforcer l'idée que l'impunité demeure la norme, tant que les puissances étrangères détournent le regard. C'est la différence entre écrire une nouvelle page de l'histoire et laisser le passé dicter l'avenir. Le choix du Togo pèsera sur la crédibilité de toutes les institutions ouest-africaines. Sommes-nous prêts à franchir le seuil d'une maturité politique véritable, à décider pour nous-mêmes, sans attendre l'approbation extérieure? Ou sommes-nous condamnés à perpétuer un cycle d'indécision où la justice s'efface devant la peur du changement? L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a montré qu'il était possible de construire une justice de réconciliation, mais seulement au prix d'une volonté politique sans faille. La décision approche, et avec elle, la possibilité d'un nouveau départ ou d'un retour à l'immobilisme. Le compte à rebours est lancé, et chaque seconde pèse sur l'histoire à venir. Dans les médias, sur les places publiques, dans les universités, le débat fait rage. Faut-il privilégier la stabilité ou la justice, la paix ou la vérité? La légitimité populaire n'est plus une façade. Elle devient la force motrice du changement politique en Afrique de l'Ouest. L'émergence de mouvements citoyens comme Y en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso ou encore Tournons la page à travers plusieurs pays prouve que la société civile refuse désormais d'être spectatrice. Elle s'impose comme un acteur incontournable, capable de faire et de défaire les pouvoirs. Les citoyens ne se contentent plus d'observer. À présent, chaque tournant majeur s'accompagne d'une implication directe de la population. Cette dynamique bouleverse le rapport au pouvoir. La résignation cède la place à l'exigence de justice. On l'a vu lors des soulèvements populaires contre Blaise Compaoré au Burkina Faso ou lors des manifestations contre la réforme constitutionnelle en Guinée. Jeunes, travailleurs, femmes, tous investissent le débat, défiant les anciennes règles tacites qui protégeaient les élites réfugiées à l'étranger. L'ultimatum brandi par le Burkina Faso au Togo symbolise ce basculement. La société exige des comptes. Les frontières ne suffisent plus à garantir l'impunité. L'expérience du mouvement des printemps arabes a montré que l'exigence de justice finit toujours par rattraper les puissants, même lorsqu'ils pensent être protégés à l'étranger. La militarisation du pouvoir change elle aussi de sens. Jadis monopole de quelques mains, elle devient partagée. Désormais, la légitimité militaire doit s'ancrer dans la volonté collective. Les armées, comme les institutions, sentent la pression d'une rue prête à se mobiliser à la moindre faute. Au Mali, la récente contestation du pouvoir militaire a prouvé que même les uniformes ne suffisent plus à garantir la légitimité sans le soutien populaire. Dans ce contexte, la diplomatie régionale ne peut plus se réfugier dans le silence ou les compromis obscurs. La pression populaire réduit drastiquement l'espace pour les arrangements secrets. Chaque geste, chaque silence, chaque attente est passé au crible par une opinion vigilante et connectée qui refuse l'exclusion. Le cas du Sénégal, où la mobilisation citoyenne a contraint le gouvernement à reculer sur des points de droit, illustre cette nouvelle réalité. Ignorer cette attente collective serait plus qu'une erreur. Ce serait un saut dans l'inconnu. Les dirigeants qui esquivent cette force risquent l'isolement, la perte de toute légitimité, et surtout, de déclencher des mobilisations qui franchissent les frontières et rallient d'autres peuples à la cause de la justice. On l'a vu au Bénin, où la contestation sociale s'est propagée d'un secteur à l'autre, forçant le gouvernement à revoir sa stratégie. Ce pacte social redéfinit la distribution du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants sont sommés d'écouter, d'agir avec transparence et de répondre devant une population qui n'accepte plus les demi-mesures. La légitimité ne s'impose plus. Elle se construit, patiemment, en satisfaisant les aspirations collectives. Il ne suffit plus d'organiser des élections. Il faut garantir leur sincérité et leur équité, sous peine de voir la rue reprendre la parole. Désormais, chaque décision sera une épreuve de vérité. Car l'enjeu dépasse la crise du moment. Il s'agit de savoir si l'Afrique de l'Ouest peut ouvrir une ère nouvelle, fondée sur l'équité, la responsabilité
et la maturité collective. L'avenir appartient à ceux qui oseront affronter les résistances, briser les tabous et inventer des solutions qui répondent enfin aux attentes des peuples. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. Les résistances et les intérêts menacés n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les réseaux de solidarité entre exilés, les alliances anciennes entre élites et les soutiens discrets venus de l'étranger continuent de peser sur chaque choix. La tentation de revenir aux anciens schémas demeure forte, surtout lorsque l'incertitude s'installe. L'histoire ne s'arrête pas pour ceux qui hésitent. Cette vérité, à première vue banale, pèse aujourd'hui sur toute l'Afrique de l'Ouest comme une menace et une promesse. Au-delà des échanges tendus entre Ouagadougou et Lomé, c'est l'ensemble de la région qui se retrouve dos au mur, contrainte de trancher entre le confort de l'immobilisme et le risque d'un saut vers la maturité politique. À chaque étape, le choix de la facilité peut sembler rassurant, mais il repousse le problème sans jamais le résoudre. Ce n'est pas la conclusion d'un simple épisode, mais le début d'un immense test collectif. L'ultimatum du Burkina Faso n'est pas un caprice isolé. Il symbolise l'épuisement face à des décennies de compromis muets, où l'exil offrait aux dirigeants déchus une échappatoire, et où la justice se dissolvait dans les couloirs de la diplomatie. C'est un cri de rupture, une invitation à l'audace. Désormais, la vieille tradition de l'impunité protégée par les frontières vacille. Ce moment dépasse les cénacles diplomatiques ou les analyses savantes. Il interpelle chaque citoyen, chaque responsable, chaque institution de la région. Accepterons-nous de préserver l'ordre établi, au risque de perpétuer notre fragilité commune, ou choisirons-nous de repenser les règles pour bâtir une Afrique de l'Ouest plus responsable? Le danger n'a rien de théorique. Laisser passer cette chance, c'est risquer une instabilité chronique, voir l'autorité de nos institutions s'effriter, et demeurer dépendant du récit d'autrui pour comprendre notre propre histoire. Mais affronter ce défi, c'est revendiquer une souveraineté collective, capable d'édicter ses propres normes de justice et de gouvernance, même si cela implique un inconfort immédiat. Les grandes avancées de l'histoire, de la Révolution française à l'indépendance des pays africains, n'ont jamais été de longs fleuves tranquilles, mais des ruptures courageuses. Il ne s'agit pas de désigner un vainqueur ou un perdant. L'enjeu est de rompre avec la logique où la prudence justifie l'inaction. Il faut briser l'héritage du silence, là où l'audace de décider pourrait ouvrir la porte à une nouvelle ère politique. Car choisir de ne rien faire, c'est aussi décider celui de la résignation. Et la résignation, nous l'avons vu trop souvent, ne mène qu'à la répétition des mêmes erreurs. La région n'a jamais manqué ni d'intelligence, ni de ressources, ni de mémoire. Ce qui lui manque, aujourd'hui plus que jamais, c'est le courage politique. L'histoire ne retiendra pas ceux qui auront évité le conflit à tout prix, mais ceux qui, à l'instant décisif, auront accepté d'assumer les conséquences historiques de leur choix. Les peuples qui ont su se réinventer sont ceux qui ont su affronter leurs faiblesses et transformer leurs crises en opportunités. À présent, la balle ne reste plus dans le camp d'un seul État. Elle circule entre tous les centres de pouvoir, dans chaque conversation, chez chaque citoyen préoccupé par l'avenir régional. Ce n'est pas un point final. C'est une invitation à s'engager, à questionner, à décider. Le moment de l'ambiguïté touche à sa fin. L'heure de vérité approche. L'Afrique de l'Ouest ne sera plus jamais tout à fait la même. Elle vient d'apprendre que la maturité politique n'est pas un slogan, mais une épreuve qui se traverse et se prouve. Ce n'est pas dans les discours, mais dans les actes que se joue le destin d'une région. Alors, face à l'ultimatum, face aux peurs et aux espoirs, la question demeure. Que choisirons-nous d'écrire comme nouvelle page de notre histoire? L'avenir appartient à ceux qui auront le courage de répondre.